Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la mort de l'émir du Koweït. Décédé à l'âge de 91 ans, il était le doyen des dirigeants de la région et l'un de ses diplomates. Qu'est-ce que sa disparition va changer? On vous en dira plus dès le début de cette édition. Nous irons également dans le nord de l'Irak où la Turquie mène une opération contre les séparatistes kurdes du PKK, une opération qui sème la discorde parmi les différents partis kurdes. Enfin, nous vous emmènerons à la rencontre de ces jeunes Libanais prêts à tout pour quitter le pays et rejoindre l'île de Chypre par bateau. L'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, est mort à l'âge de 91 ans. Son royaume, une riche monarchie du Golfe, fait partie d'une région traversée par des décennies de crise. Il était considéré comme un doyen de la diplomatie. C'est son frère, le prince héritier Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, qui prend la succession. Mais qu'est-ce que sa disparition va changer dans la région? Élément de réponse avec David Gilberg. Des membres du Hamas rendent hommage au Cheikh Sabah le 30 septembre dernier dans les rues de Gaza. Une manière de saluer l'engagement de l'émir koweïtien en faveur de la cause palestinienne. Le Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, enterré le même jour dans son pays, en était depuis des décennies un défenseur inlassable. La position koweïtienne sur le conflit israélo-arabe est basée sur un droit, ce qui justifie le boycott d'Israël par le Koweït. D'où l'une des interrogations concernant le Cheikh Nawaf, qui a pris la succession de son frère. Son positionnement sur une éventuelle normalisation des relations avec Israël, sur le modèle de l'accord signé à la mi-septembre par l'État hébreu avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Plus globalement, beaucoup d'observateurs estiment qu'il n'a pas la stature du Cheikh Sabah. Celui-ci, couronné en 2006 après 4 décennies à sillonner le monde en tant que ministre des Affaires étrangères, avait récolté les surnoms de père des Arabes ou cher des diplomates. Il avait exercé ses talents de médiateur dans différentes crises régionales, comme après le Septembre noir en Jordanie ou pendant la guerre du Liban. On lui prête plus récemment un rôle d'intermédiaire entre Saoudiens et Iraniens ou entre différentes monarchies sunnites. Le dossier le plus important est le conflit entre le Qatar et l'Arabie saoudite, qu'il a vraiment essayé de résoudre jusqu'à la fin pour éviter une escalade et un développement vers des situations plus dangereuses. Le nouvel émir va devoir endosser ce costume de médiateur, ou en tout cas se choisir un prince héritier qui en sera capable, alors qu'il est âgé de 83 ans et que l'on dit sa santé fragile. La constitution koweïtienne lui donne 1 an pour le désigner. Le favori serait l'un des fils du Cheikh Sabah. La Turquie pourchasse le PKK, y compris en dehors de ses frontières. Ankara mène depuis le mois de juin l'opération Griffe du Tigre contre des cibles du mouvement séparatiste kurde dans le nord de l'Irak. Une opération qui a suscité la colère de Bagdad, mais qui divise également les mouvements kurdes dans la région, notamment le PKK et le PDK au pouvoir à Erbil. Reportage de nos correspondants en Irak, Jacques Yousson et Lucie Wasserman. Région de Begova dans l'extrême nord de l'Irak. À moins de 15 km derrière ces montagnes se trouve la Turquie. Mais partout ici, la présence d'Ankara se fait déjà sentir. Les bases militaires turques sont nombreuses dans la région et lors de notre reportage, nous avons pu être témoins de la présence de drones dans le ciel et de véhicules militaires turcs sur les routes. Les locaux à qui nous avons parlé ont refusé de témoigner face à notre caméra, craignant d'éventuelles représailles. Ils nous ont confié qu'ils considéraient désormais cette zone comme un territoire turc. Ce Kurde est le seul à avoir accepté de nous parler. Originaire de la région, il l'a quitté il y a des années pour fuir le danger. Selon une récente commission d'enquête du Parlement kurde, plus de 500 villages ont été abandonnés dans le nord de l'Irak en raison du conflit entre la Turquie et le PKK. Ces vidéos de bombardement ont été filmées la veille de notre arrivée sur place. Ils visent les rebelles kurdes du PKK, en guerre avec la Turquie depuis 1984. Cela fait 3 décennies que l'armée turque mène régulièrement des opérations dans le nord de l'Irak, mais elles ont rarement combiné campagne aérienne et terrestre, comme cela a été le cas pendant 3 mois cette année.
Plus d'une dizaine de civils sont morts lors de ces attaques. Le 11 août, 2 hauts gradés irakiens extérieurs au conflit ont été tués dans l'une de ces frappes, alors qu'ils rencontraient des membres du PKK pour leur demander de partir de leur zone de contrôle. Après l'attaque, Bagdad réagit en annulant la visite du ministre turc de la Défense. Mais du côté du PDK, le Parti démocratique kurde, à la tête du gouvernement autonome du Kurdistan irakien, c'est le silence radio. Face au conflit en cours, les Kurdes sont divisés. Le PDK, particulièrement implanté à Erbil, entretient de très bons rapports commerciaux avec Ankara. 80% des produits importés au Kurdistan irakien proviennent de Turquie. Pour Dindar Zebari, le chargé de plaidoyer international du gouvernement régional du Kurdistan, aussi appelé le GRK, maintenir de bonnes relations avec Ankara est un gage de stabilité. KRG people is losing in terms of their safety and security and in terms of their displacement. But at the same time also, KRG always has determined to keep the good relationship with Turkey as a key player, as a partner. Le PDK condamne les bombardements turcs dans le nord de l'Irak, mais tient le PKK comme principal responsable. PKK should respect the territorial integrity of Kurdistan in Iraq and not to cause more headache and bring more chaos on the border areas or bring an excuse to Turkey to intervene. Nous nous rendons dans le nord-est de la région, à 1 heure du mont Kandil, où l'un des porte-paroles du PKK a accepté de nous rencontrer. Même ici, à proximité des villes, ses membres redoutent les bombardements. Nos contacts nous demandent d'éteindre nos téléphones portables et changent le lieu de rendez-vous à plusieurs reprises. So the drones are hovering over the area, 724. So now at this moment I cannot say that it is fully concentrated over here. So I think it will be relatively safe if we do the interview now, in the shortest time possible. Aucun de ses membres n'est originaire du Kurdistan irakien. Mais leur présence est légitime dans la zone, disent-ils, au nom de la cause kurde, qui n'a pas de frontières, selon eux. The Kurdish cause is a whole, and let's say anybody thinking any Kurdish party, or let's say Kurdish people, know that let's say Erdogan is the main enemy of the Kurds. Nous lui demandons de commenter les liens entre le PDK, dirigé par la famille Barzani, et la Turquie, à l'heure où les opérations militaires se sont intensifiées contre le PKK. KDP, the Barzanis, are collaborating with Turkey in order to curb a Kurdish movement in Turkey. It's better for the Barzanis, for the KDP to call on Turkey to solve the Kurdish question peacefully and democratically, and not to collaborate with Turkey against the Kurds. Des pourparlers avaient été engagés entre la Turquie et le PKK fin 2012 et conduit à un cessez-le-feu qui a finalement volé en éclats en 2015. Depuis, l'ONG internationale Crisis Group estime que plus de 5000 personnes ont été tuées dans les combats, dont près de 600 en Irak. Entre l'explosion de Beyrouth, la crise économique et la crise politique, de nombreux Libanais n'ont plus d'espoir. Leur seule option pour vivre et survivre, c'est de quitter le pays. Chypre est devenue une destination prisée par cette jeunesse désœuvrée. Au moins 21 bateaux ont quitté le Liban pour l'île au cours des 2 derniers mois, selon un bilan du HCR. Reportage de nos correspondants Linda Tamim et Zaina Antonios. Tripoli, deuxième plus grande ville du Liban, mais aussi l'une des plus pauvres du pays. C'est ici que Mohamed, 27 ans, a pris la mer avec ses cousins, à bord d'un petit bateau de pêche, en direction de l'île de Chypre. Les voyageurs ont dérivé en mer pendant 8 jours, sans eau ni nourriture. Ils ont finalement été secourus par la Finule. Sur 50 passagers, 36 étaient en vie, mais 6 personnes, dont Mohamed, sont toujours portées disparues. Je supplie tout le monde de chercher mon fils. Ramenez-le-moi, s'il vous plaît, mort ou vivant. Je veux juste le voir. Je veux le prendre dans mes bras à nouveau et l'enterrer moi-même s'il est mort. Je ne veux rien d'autre. Mon fils voulait échapper à la pauvreté. Il est au chômage depuis des années. 2 membres de la famille sont morts lors de la traversée. 2 autres sont portés disparus. C'est un désastre. Comme Mohamed, un grand nombre de migrants clandestins risquent leur vie pour échapper à leurs conditions de vie difficiles. La majorité d'entre eux vivent avec moins de $2 par jour et ont tout vendu pour pouvoir effectuer le voyage.
Certains ont dû payer 1 000 $ aux passeurs. Ceux qui ont réussi à arriver à Chypre disent avoir été menacés par les gardes-côtes qui les ont renvoyés sans leur permettre de faire une demande d'asile. Nous étions 21 passagers à bord d'un bateau conçu pour 10 personnes. J'étais avec ma femme et mes 7 enfants. Ils nous ont fait passer des tests de Covid-19, puis nous ont forcés à rentrer au Liban. Selon Human Rights Watch, Chypre a renvoyé quelques 200 migrants clandestins vers le Liban depuis début septembre. Mais cela ne décourage pas les nombreux candidats à l'immigration qui préfèrent tenter le tout pour échapper à la misère. Ces images de la ville sainte irakienne de Karbala, elle accueille des milliers de fidèles chiites avant le pèlerinage d'Arba'in, l'un des plus grands rassemblements religieux du monde. Célébré jeudi, Arba'in, qui signifie 40 en arabe, marque la fin de la période de deuil de 40 jours pour l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, par les disciples du calife Yazid au 7e siècle. Alors, durement touché par le coronavirus, l'Irak a néanmoins autorisé des milliers d'étrangers à participer à l'événement. Et on reste en Irak. Une fois n'est pas coutume, on termine par l'action généreuse de cet Irakien. Il s'appelle Zaïd Zebari. Il est originaire de Doulijan, dans le gouvernorat de Dohuk. Ce riche propriétaire terrien a décidé de faire le don de 250 mètres carrés de terre à des jeunes couples pour les aider à démarrer dans la vie. Espérons que cette action ne reste pas unique. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.